Et donc, Patrick Guérin, qui est avec nous également en plateau, je le rappelle, directeur de la gestion de Bordier et compagnie. Patrick, oui, moi j'avais deux sujets un peu immédiats à voir avec vous, le luxe et la tech chinoise, mais je ne sais pas, un petit commentaire peut-être de l'ambiance ou les préoccupations de rentrée pour les investisseurs. Là, qu'est-ce qui vous, dans les sujets qu'on a pu aborder derrière avec Sébastien, là, qu'est-ce qui retient votre attention, Patrick ? Ce que je peux dire, c'est qu'une manière générale, l'ambiance, elle est effectivement un peu moins euphorique. Depuis la semaine dernière, c'est ça. Même depuis à peu près un mois. En fait, la recrudescence de la pandémie dans de nombreux pays du monde, en Europe, aux États-Unis et en Asie, a un peu refroidi les ardeurs des plus risconnes. Donc évidemment, on a bien vu que, même si on assiste effectivement jour après jour à des nouveaux records sur les marchés, notamment aux États-Unis, dans le reste du monde, c'est un peu plus poussif, c'est plus attentiste. Donc il faut bien l'intégrer dans nos stratégies d'investissement. Lorsqu'on a des capitaux nouveaux qui arrivent, on y va vraiment avec modération et prudence. Parce qu'on peut très bien, effectivement, comme on l'a connu la semaine dernière, avoir des trous d'air inattendus et donc un peu désagréables pour les investisseurs. Qu'est-ce qui s'est passé justement la semaine dernière, Patrick ? Alors les indices ont corrigé, le CAC a dû perdre peut-être 4-5% du pic au creux, mais surtout ce qui marque les esprits, c'est la correction d'un secteur star à Paris, le secteur du luxe. Encore une fois, je reviens toujours à mon 20% de baisse sur Kering, mais ça n'arrive pas tous les jours, en 3 séances. C'était un peu inattendu, il faut bien le reconnaître. Ouais. Après, comme vous l'avez évoqué, Grégoire, le secteur du luxe, dans le CAC, c'est à peu près 35%. Donc, ne pas être présent dans ce secteur, c'est compliqué. Évidemment, en pondérant, parce qu'il n'est pas question de concentrer des positions sur un seul secteur, ce serait beaucoup trop risqué. Ce serait, là encore, très imprudent. Mais on a connu pendant plus de 2 ans une hausse ininterrompue sur ce secteur. Et avant Covid, après Covid, enfin, les records ont été successifs, trimestre après trimestre, chaque publication, c'était encore meilleur, encore plus. Donc effectivement, lorsqu'on a connu des progressions supérieures à 100%, je pense que je vais peut-être m'avancer un peu en termes de chiffres, mais je pense que depuis 2019, sur les grandes valeurs qu'on a citées, on n'est pas loin de 150% de hausse. Donc bon, lorsqu'on a une respiration, on peut le dire comme ça pudiquement, de l'ordre de 5 à 10%, c'est pas non plus tout à fait choquant. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est d'où elle vient. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on ne s'attendait pas. On a bien compris que sans l'intervention inattendue, encore une fois, un nouveau signe noir, l'intervention inattendue du président chinois, qui a essayé de remettre un peu d'ordre en fait dans le secteur, on n'aurait absolument pas du tout connu cette remise en cause. Donc la difficulté, c'est qu'on a donc à la fois des multiples de valorisation qui étaient très élevés, donc qui ont été un petit peu dégradés, mais pas tant que ça finalement. Oui, mais c'est intrinsèque au secteur du luxe. C'est toujours cher. C'est toujours cher. C'est toujours cher. Et ce qu'on constate aussi, on verra dans les prochaines semaines, mais c'est qu'il a été aussi très résistant. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu un recul assez net, mais dans les jours qui ont suivi, les investisseurs se sont de nouveau rués sur ce secteur en disant c'est le moment de remettre un petit peu d'accélérateur. Vous avez senti ce mot-là ? Parce que moi, ma conclusion, c'était quand même que le rebond n'est pas si évident que ça. Alors, j'ai pris la précaution de dire qu'on verra dans les prochaines semaines. Mais dans les jours qui ont suivi, il y a eu des opportunités manifestement qui ont été saisies par des investisseurs qui ont... Alors, encore une fois, la manière dont ça sera appréhendé, ce sera aussi très dépendant de la manière dont on va communiquer dans les prochaines semaines, les prochains mois, et personne ne le sait, le gouvernement chinois sur le sujet. Puisque, encore une fois, sur ces valeurs, en gros, on peut dire entre 30 et 35% des revenus proviennent de cette zone. Donc, il faut être très attentif. Est-ce que ça peut obstruer quand même les perspectives pour ces groupes, et notamment sur le plan boursier, pour quelque temps ? Est-ce que on entre dans une période plus compliquée, plus turbulente peut-être ? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Ce qui nous a conduit, par exemple, lorsqu'on avait des positions qui étaient devenues significatives par accumulation, bien sûr, à prendre des bénéfices. Au moment où... À réajuster les pondérations, c'est ce que vous disiez. C'est du bon sens, en fait. La prudence l'imposait. Bon. On a vu, alors je ne sais pas si Kering s'est rué, mais en tout cas Kering annonce un programme de rachat d'actions là, qui peut commencer dès aujourd'hui.
C'est intéressant, effectivement. C'est pas, enfin, j'imagine le directeur financier de Kering, effectivement, il a vu son cours de bourse perdre 20%. Il se dit c'est une opportunité. C'est le moment ou jamais d'en racheter un peu. Bon, les cours se stabilisent. Je crois qu'on est légèrement positif là sur le secteur du luxe à mi-séance. L'autre grande question, mais là aussi, ça nous ramène à la Chine, c'est la tech chinoise. Là aussi, des baisses marquées, 20-30% de baisse sur des méga caps chinoises, Alibaba et les autres qui sont au tapis aujourd'hui. Est-ce que là, c'est déjà des opportunités? Est-ce que le prix devient quand même une opportunité d'investissement pour des investisseurs globaux? Est-ce que c'est juste la tech chinoise ou est-ce que ça peut être demain la tech en général? Alors, je pense que pour répondre à cette question, il faut aussi peut-être avoir à l'esprit quel a été le parcours des marchés chinois depuis 2 ans, là encore. Ouais. Depuis 2019, encore, les indices chinois ont progressé d'à peu près 45%. Dans un contexte macroéconomique en Chine qui était extrêmement favorable, si on en croit les chiffres officiels, bien entendu, c'est le seul dont on dispose, une croissance sur 2 ans d'à peu près 8%. Bon, c'est beaucoup en cumul. Alors évidemment, il y a un moment où ça s'épuise un peu, ça s'arrête, et ça se passe à un moment aussi où la Chine, notamment en 2020, avait beaucoup profité de l'arrêt du reste du monde. Donc on a bien en tête le schéma de la Chine, usine du monde. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Puis en plus, en 2021, la Chine a subi de nouveau des désagréments, un mot faible, en termes de progression du Covid, avec des régions entières, des provinces qui ont été fermées. On a vu récemment encore un port, le 3e port mondial de conteneurs, qui a été fermé pendant 15 jours. Bon, ils viennent de réouvrir aujourd'hui. Donc c'est un ensemble d'informations qui ne sont pas favorables. Alors, vous ajoutez à ça, évidemment, les décisions récentes des autorités chinoises qui ont voulu, pour des raisons internes, remettre de l'ordre dans leurs entreprises. D'abord la tech, depuis plusieurs mois déjà. Bien sûr. On pense évidemment à l'emblématique destin de M. Ma, mais il n'est pas le seul, le président de Alibaba. Le premier gros coup d'éclat, c'était Ant Financial, l'IPO qui avait été stoppé en plein vol. C'était à l'automne 2020, si je ne dis pas de bêtises. Novembre 2020. Oui. Mais qui faisait suite aussi à des propos publics du patron de Alibaba qui n'ont pas été très appréciés par les autorités chinoises. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un phénomène qui est d'abord commencé par la tech, mais qui s'est propagé. Très récemment à tout ce qui est enseignement en ligne privé. Ensuite, on a, je peux faire une liste qui va être un peu longue, mais le secteur des alcools qui est aussi un peu mis en cause. Et puis, tout récemment, le luxe. C'est la société qui est reprogrammée dans son ensemble, d'une certaine manière. Oui, il faut bien avoir présent en tête le fait que la Chine, c'est la 2e économie du monde en termes de PIB, mais c'est aussi un modèle de fonctionnement qui n'est pas le nôtre. Il faut l'intégrer. Alors, pour ceux des investisseurs qui pensent qu'il faut être présent sur cette zone, précisément parce qu'elle représente la 2e capitale du monde, ça fait du sens. Mais alors, il faut avoir une perspective à moyen long terme. Ce qui n'est pas toujours facile quand on est un investisseur sur une société comme Alibaba qui est revenu à son cours de bourse de mars 2020, donc qui a été divisé par 2. Donc c'est compliqué à accepter et à expliquer aussi. Mais pour autant, je pense que c'est fait partie de ces leaders mondiaux, qui ont leur place dans un portefeuille d'investisseurs à long terme, qui veut se diversifier. Et pour conclure, là, ce qui s'est passé sur la tech chinoise, est-ce qu'on peut en faire une lecture générale, faire attention à la tech américaine, la tech européenne? Alors, 2 secteurs là qui sont au plus haut, ou est-ce que c'est une histoire chinoise avant tout et l'investissement dans la tech en général n'est pas remis en cause aujourd'hui? Je pense qu'il y a 2 niveaux de lecture. Il y a le premier niveau qui consiste à dire qu'en Chine comme ailleurs, on assiste à une volonté étatique d'essayer de réguler les secteurs. C'est pas propre à la Chine. On l'a vu depuis très longtemps en Europe avec la RGPD. On l'a vu aux États-Unis récemment. Il n'y a pas un jour où les démocrates au Sénat ou à la Chambre des représentants agitent le chiffre rouge en disant attention, il ne faut pas aller trop loin. Maintenant, ils sont très pragmatiques, donc il y a beaucoup de discours, beaucoup de bruit, mais ça s'arrête assez vite, en tout cas pour le moment. En Chine, c'est une autre histoire. Donc j'aurais tendance à vraiment distinguer, c'est le 2e niveau de lecture, en disant que on a vu concrètement l'impact sur les marchés financiers des décisions très difficiles, très brutales des autorités chinoises. Aux États-Unis, manifestement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on a vu, on en a parlé à l'instant, le Nasdaq, ses taux est au plus haut. Donc, à la faveur en plus des taux longs qui sont bas, c'est très positif pour l'heure de croissance durable. Donc les tech américaines, pour lesquelles on reste investisseur.
Merci beaucoup Patrick. Patrick Guérin qui était à nos côtés en plateau, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie, invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.